Bonjour Cyril, re-bienvenue une énième fois sur Cyclisme Actu. Je sais que tu voulais aborder avec nous quelques sujets, notamment un sujet qui te tient à cœur en tant qu'ancien sélectionneur de l'équipe de France, notamment l'état du cyclisme français actuel, cyclisme français qui vit un début de saison assez compliqué. Est-ce qu'en quelques mots, voilà, tu peux un peu nous donner tes impressions sur ce début de saison? Ah, bonjour Titouan, oui, effectivement, c'est pas la première fois qu'on se rencontre dans ces circonstances. Oui, maintenant je suis un observateur un peu plus en retrait, mais pas obligatoirement totalement à la retraite. Et depuis le début d'année, je trouve que le cyclisme français est un petit peu en recul et les chiffres d'ailleurs le démontrent, les différents classements UCI, que ce soit à titre individuel, à titre collectif, font qu'aujourd'hui, on peut être inquiet sur l'évolution du cyclisme français et surtout de la présence des Français, car on a une présence, oui, très forte sur les Coupes de France, mais les Coupes de France sont des courses un petit peu franco-françaises, c'est le seul endroit où on a des Français, 4, 5, voire 6 Français dans les 10 premiers. Mais lorsqu'on va sur les épreuves de plus grande envergure, eh bien, on se rend compte on ne pèse pas sur la course, et deux, le nombre de top 10 depuis le début de l'année, je dis bien de top 10, est relativement rare, et de top 5, on en a également très très peu, et c'est peut-être un petit peu ça qui est le plus alarmant. Mhm. Ouais, juste pour donner quelques chiffres aux gens qui nous écoutent. Tout simplement, il y a eu 3 podiums français sur les courses World Tour. Alors on parle de classement général, bien sûr, pas d'étape. C'est Paul Magnier sur l'Omloop qui finit deuxième, Kevin Vauquelin sur la Flèche Wallonne, deuxième aussi, et Lenny Martinez, deuxième du Tour de Romandie. Ouais, on est quand même sur des résultats, enfin sur des courses de très haut niveau, du coup, du World Tour, des résultats assez pauvres. Oui, bah c'est vrai en dehors de Vauclin sur les courses d'un jour, que ce soit à l'Amstel ou à la Flèche où il prend la deuxième place, on n'est pas présent en Tour des Flandres, Paris-Roubaix, même les Milan-San Remo, les classiques, on va dire, non pas les grandes classiques au niveau des monuments, mais même les classiques en dessous, on n'est pas dans les classements. Et c'est là où, quand on fait le bilan, oui, la France est en net recul. Et on a également un classement, qui est le classement des nations, où la France était quatrième. Et aujourd'hui, elle est huitième. Elle vient de revenir à la huitième place parce qu'elle était neuvième. Mais par rapport aux Anglais, on n'a plus qu'une centaine de points d'avance, ce qui fait qu'on risque très rapidement de se retrouver neuvième ou dixième nation. Donc ça sont des chiffres, c'est des faits. Comme dit toujours, les faits, ça se discute pas, ça peut se commenter. Mais non, là, on est quand même très mal, même si on a certains éléments, mais on en parlera peut-être après, certains éléments qui nous font garder un peu espoir sur l'avenir. On l'a déjà cité, il y a déjà Lenny Martinez qui incontestablement est celui qui a été le meilleur depuis le début de l'année. Mhm. Ouais, pour revenir un peu sur ces chiffres-là du classement UCI et des nations, on était meilleure nation, tout simplement, en 2020. Et puis, ça a été un peu la dégringolade. Troisième en 2021, troisième en 2022, 2023, la cinquième place, 2024, quatrième. Et là, cette année, sur 2025, on est huitième. Qu'est-ce qui explique, selon toi, justement, cette rétrogradation du cyclisme français en 5 ans, quand même, de passer de la première à la huitième place? C'est un peu inquiétant. Oui, oui, c'est inquiétant, oui. On passe pas de la première à la huitième place sur ce type de classement sans que ce soit inquiétant. Ça veut dire qu'on est plus présent. Alors c'est vrai que si on prend 2020, 2021, on avait Julien Alaphilippe qui marquait un maximum de points pour la France. Mais bon, Alaphilippe, maintenant, bon, il est un petit peu rentré dans le rang.
il marque très peu de points et donc progressivement on recule. On pouvait penser que Madouas aurait peut-être été un peu plus performant depuis sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques, mais sur l'ensemble de ce début de saison, il a été inexistant. Mais bon, voilà, c'est ça. Ça ne peut être que inquiétant parce que on a des équipes qui également reculent au classement par équipe. C'est-à-dire que les teams français reculent. Et si on regarde bien, on risque peut-être d'avoir la saison prochaine que deux équipes en World Tour, c'est-à-dire Decathlon et Groupama. Mhm. Cofidis est menacé, il leur reste 300 points d'avance sur Astana et à peu près la même chose, même moins 250 sur Astana et à peu près la même chose sur Picnic. Je ne sais pas si Cofidis pourra se maintenir dans le Pro Team, dans le Pro Tour, Mhm. pardon. Ouais, Donc juste voilà pour. toutes Ouais. les flèches vont vers le bas, il n'y en a pas une qui va vers le haut. Ouais, ouais. Justement, ouais, ce classement UCI qui est un peu l'une des animations de cette année. Comme tu as dit, bon, pour Arkea, c'est déjà fini, hein. Ils ont déjà beaucoup trop de points de retard. Cofidis qui risque d'être à la bataille avec Picnic parce qu'Astana est sur une très très bonne lancée en ce début d'année et à mon avis ils sont ils sont plus trop en danger. Donc, mais est-ce qu'aussi on se demande comme ça pour Arkea, pour Cofidis, est-ce que c'est pas tout simplement leur place d'être parmi les meilleures équipes pro team, mais qui n'ont pas le niveau forcément pour être en World Tour? Est-ce qu'ils sont à leur place en World Team? C'est C'est ça. la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils sont à leur place en World Team? Aujourd'hui, non. Mhm. C'est évident, même s'il y a un petit sursaut au niveau de Cofidis, bon, surtout lié à leur sprinter belge, qui a marqué, lui, un maximum de points qui les a maintenus encore dans le groupe des 18 équipes. Oui, Mais Milan Crétin. Fretin, est-ce qu'il va à lui tout seul sauver l'équipe? Je ne pense pas, hein. Mhm. Si on Ouais. prend Astana, ils sont en tête du classement de la méta de la montagne au Giro et les points du classement de la montagne font que ils vont pratiquement se retrouver à égalité avec Cofidis, sans parler des différents points pris soit sur les étapes, soit sur le classement général final. Mhm. Ouais, oui aussi du coup au niveau des équipes l'année dernière on avait une très très grosse équipe Decathlon qui avait fait une superbe année qui avait terminé si je dis pas de bêtises dans les 6 premiers du classement UCI. Oui, Euh, cinquième, oui. ouais c'est ça je crois. Cette année c'est un peu plus compliqué pour eux, bon ils sont quand même 11e du classement, ça reste solide. Groupama qui est 13e. Euh, c'est vraiment les deux locomotives du cyclisme français mais qui ne sont pas non plus des Mais ils super ne sont teams pas à dans le top l'image. 10. C'est Mais ça. ils ne sont pas dans le Alors, top 10 c'est non ça. plus. Sans parler du AE qui est bien sûr bon, une superpuissance enfin, au niveau des points qui sont intouchables, on n'a pas d'équipe au niveau d'Ineos, de Visma, de Lidl, de Bora. Enfin, on n'a pas ces équipes-là en France. Non, non, on n'a pas les coureurs et on n'a pas la puissance collective pour pouvoir jouer dans le top 5 aujourd'hui, dans le top 10 peut-être, puisque Decathlon l'an dernier avait réussi Oui, mais c'était une année à venir exceptionnelle quand dans même le pour top Decathlon. 5. Comment? C'était un peu une année exceptionnelle pour Decathlon qui a surperformé Oui, clairement oui, l'année dernière. il y a eu pas mal de choses qui ont été remises en cause dans l'équipe. Ça a créé un boost et une motivation. Et c'est vrai qu'ils ont remporté un certain nombre de victoires, mais ne nous trompons pas, la plupart des victoires n'étaient pas dans les courses, dans les classiques, n'étaient pas dans les World Tours, ou très peu. C'était souvent là aussi les courses franco-françaises où ils ont cartonné, comme ça a été le cas d'ailleurs il y a une quinzaine de jours sur les épreuves Coupe de France en Bretagne, entre autres. Mais pour pouvoir monter l'étage au-dessus, il faut aller marquer des points dans les World Tours, hein. Mais Mhm. pour l'instant, on n'a pas la maille, hein. Alors, si on regarde d'ailleurs le premier coureur étranger d'équipe française.
c'est Kung, Kung qui est tout simplement 34e. C'est le premier Hmm. coureur d'une équipe française dans le classement UCI. Donc, c'est-à-dire que même les étrangers qui sont dans les équipes françaises, alors, est-ce que c'est un problème des équipes françaises, que c'est un problème de management, que c'est un problème de motivation? On pourra toujours dire qu'il peut y avoir un problème d'ordre financier. On n'a pas les mêmes budgets que les équipes étrangères ou certaines. On peut le dire, les équipes comme UAE, Bahreïn, Ineos, bon, c'est difficile d'arriver à leur niveau, mais il y a d'autres équipes qui n'ont pas ces budgets-là et qui tournent relativement bien, ne serait-ce que comme Soudal par exemple, quoi. Ou Alpecin. Ou Alpecin. Donc, Hmm. c'est vrai. Les moyens français sont en plus, faut quand même l'ajouter, c'est que la France est quand même championne du monde des charges et que le coût d'un employé, le coût d'un coureur cycliste en France, à égalité de valeur, n'a pas le même coût. Donc Mhm. ça grève aussi en partie les budgets. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que les groupes français, les équipes françaises ont intérêt à rester en France? That is the question. Ouais. Et on peut se poser la question. Ouais, ouais. On entend beaucoup de rumeurs. Enfin, alors là, on est un peu dans la période des rumeurs de mercato. On entend notamment Decathlon qui serait sur beaucoup de dossiers, notamment Kevin Vauquelin. On a entendu Ilan Van Wilder, Olaf Koy, Tish Benoot. Est-ce que Decathlon pourrait justement passer ce cap-là et rester pendant plusieurs années, être vraiment une équipe solide du top 5-6 mondial? Oui, il n'y a pas de souci. Soit on va dans un pays où les charges sont moins importantes, ce qui permet d'avoir plus de budget, en fait, pour Mhm. aller chercher, justement, dans le cadre du mercato, d'aller chercher des coureurs d'une autre pointure, ou tout simplement, c'est desserrer le cordon de la bourse et puis de dire, bon, il faut combien pour qu'on soit dans les 5 premiers, voire dans les 3 premiers. Il faut 40, 45, 50 millions, on met ou on met pas. Mhm. Mais si on veut jouer là-haut, il y a pas 50 solutions, hein. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais en France, on a aussi une vision du sponsoring qui me paraît un peu obsolète compte tenu du retour sur investissement tel qu'on peut le constater depuis des années. C'est-à-dire, vous mettez 25 millions, vous allez avoir pour 25 millions de retour sur investissement. Vous mettez 10 millions de plus, c'est 75% que vous allez avoir. C'est-à-dire que, ou vous mettez le budget nécessaire pour être devant, mais vous ne dites pas, je ne mets que 25 millions, mais je veux être devant. Mhm. C'est, c'est un problème tout simplement de bon sens. Si on veut aller chercher le maximum de retour sur investissement, eh bien, il faut être dans les 3 premiers. Bon, et pour être dans les 3 premiers, le budget, c'est combien? Oui. On est plus Et oui, et autour des des fois, vous grosses mettez équipes, des 10% de 50 plus millions et que des 30. vous avez 100% de plus de retour sur investissement. Ouais. Mais Ouais. c'est pas la culture française. On dit, vous avez un budget, vous ne devez pas le dépasser. Oui, mais il y a un tel, là, si on peut l'avoir, attendez, l'équipe, elle va prendre 15% de plus de puissance. Ou tel coureur, on ne peut pas le garder. On ne peut pas le Ouais. garder, donc on est obligé de le laisser partir. Ça, sont des choix qui sont faits par les équipes françaises et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Mhm. La communication, il faut mettre le prix pour l'avoir. Le Ouais. retour sur investissement, il faut mettre le prix pour l'avoir. Sinon, ben, on joue dans le deuxième peloton, on sert de faire valoir aux grandes équipes. Ouais. Pour un peu, bon, je pense qu'on a assez évoqué le cas des équipes, mais là où on peut aussi noter une régression des Français, c'est au niveau individuel, tout simplement.
Là où on avait encore il y a quelques années des Julien Lafilippe, Thibaut Pinot, Romain Bardet qui étaient constamment dans les meilleures places au classement UCI. Là, le meilleur français est 42e. C'est Romain Grégoire. On n'a pas un français parmi les 40 premiers mondiaux. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a une grosse densité de coureurs juste après. Par exemple, entre 40 et 70, on a 10 coureurs. Mais on n'a pas de top coureurs. C'est assez étonnant d'avoir une homogénéité, mais pas de coureurs qui, pour l'instant, en tout cas en attendant peut-être les Sexas, les Martinez et compagnie, qui sortent du lot. Oui, mais c'est un petit peu logique. Comme je dis, on a un circuit de course en France qui permet de marquer un maximum de points sur des courses françaises. Et sur des courses françaises où la plupart du temps, 50%, moins de 50% des équipes sont des équipes World Tour. Et quand c'est des équipes World Tour, ils viennent avec l'équipe réserve. Ils viennent avec la deuxième équipe, voire avec la Conti. Donc, c'est des courses au niveau français où les Français bien, marquent un maximum de points. Et comme on n'a pas de grand leader aujourd'hui, un coup c'est Pierre, un coup c'est Paul, un coup c'est Roger, ce qui fait que on se retrouve avec une densité de coureurs, comme tu l'as évoqué, entre la 50e et 70, 75e place. Mais à aucun moment on pèse sur la course. Et j'ai envie de dire, au-delà de la 40e place, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. C'est pas ces coureurs-là qui vont faire la différence dans les World Tours. Il faut être présent sur les grands tours et dans les World Tours. Pour ça, il faut des coureurs qui ont le talent, qui ont les watts, hein, puisqu'on parle de watts. Mais sinon, vous vous servez de faire valoir. C'est tellement évident. Mhm. Et qu'est-ce qui nous manque justement pour avoir ce coureur sans dire le nouveau Pogacar, parce il y en aura peut-être jamais d'autres. Mais si, Mais dans peu de temps, il y en aura un qui le remplacera. oui, mais alors peut-être pas quelqu'un d'aussi fort, c'est ça que je veux dire. Mais pour avoir un coureur qui est tout au long des années dans le top 10-15 mondial, qu'est-ce qui nous manque? C'est Alors juste d'abord, que il faut qu'il soit dans une équipe c'est française. génétique. De Est-ce quoi, qu'il faut pardon? qu'il soit dans une équipe française? Parce Sans que parler si même d'équipe on prend, française, est-ce que pourquoi il n'y a pas de Français dans pourquoi il n'y les a pas de 10-15 Français? mondiaux? Il faut peut-être poser la question aux dirigeants de la fédération, ils vont vous répondre. Mhm. Parce que là tu abordes un sujet que j'ai pas du tout envie d'aborder. Bon, on sait comment ça fonctionne. Voilà. Bon, donc c'est très bien. Puis de toute façon, ils sont contents. Ça, ils sont capables de dire on a 9 médailles au jeu. Oui, d'accord. Mais pas une qui est liée à la fédération. Toutes les médailles qui ont été obtenues aux Jeux Olympiques l'ont été par des coureurs qui étaient dans des teams pro, que ce soit en VTT, en BMX, sur la route, mais sur la piste. Même la seule médaille sur la piste, c'est un coureur de Cofidis. Mhm. Alors bon, c'est peut-être chez eux qu'il fallait poser les questions. Et puis si vous posez la question au président, Callot vous dira, pour moi, le plus important, c'est les Jeux d'Albertville, là. Les super championnats du monde. Mhm. Mais bon, Bon, oui, voilà. c'est ça. C'est un autre C'est sujet. plus mon problème, c'est plus mon sujet. Voilà. Euh, bon, on a vu jusqu'à présent, on a vu le verre à moitié vide. Est-ce qu'on peut le voir à moitié plein en passant justement à cette nouvelle génération qui arrive de coureurs jeunes? On parle de Grégoire, de Martinez, de Vauquelin par exemple qui est encore jeune, ou des coureurs encore plus jeunes qui arrivent. On pense notamment bien sûr à Paul Sexas, mais aussi on peut penser à des Sparfel, à des Bisio. Est-ce qu'on a quand même des motifs d'espoir pour le futur et avoir deux, trois coureurs qui pourraient s'installer parmi les 15-20 meilleurs coureurs mondiaux? Oui, et c'est peut-être le soleil de demain. Alors c'est vrai que Léo Visio, Sexas, Sparfeld et deux, trois autres jeunes qui aussi ont démontré qu'ils avaient des qualités. Mais c'est plus au niveau de Sexas et de Visio que les espoirs sont réels. D'abord, d'une part, parce que ce sont des garçons que l'on suit déjà depuis Junior 1.
et que l'on a vu progresser, surtout et grâce au cyclocross, où là où ils ont acquis des qualités, ou développé des qualités qui leur permettent aujourd'hui, comme Paul Sexas, à 18 ans, de pouvoir exister dans les courses, dans les grandes courses pro, et en étant acteur. C'est vrai également pour Léo Visio. Spartel, il faudra attendre encore. C'était aussi un très, très, très bon cyclocrossman. On l'a vu là sur la Coupe de France à Quimper où il s'est imposé. Sont des coureurs qui demain peuvent venir, je pense, même pour Sexas, je pense dans les 10 meilleurs mondiaux d'ici 2 ans ou 3 ans. Sauf qu'il faut quand même mettre un tout petit bémol, c'est qu'en même temps qu'on a ces deux ou trois coureurs qui arrivent, eh bien, on a la même chose à l'étranger. On a Oui. aussi la même chose à l'étranger. Donc, lesquels progresseront suffisamment pour y être ou pas, Mhm. dominés ou pas, je croise les doigts, hein. Ça Oui, serait oui. bien quand même qu'on retrouve des grands champions pour redonner un peu de lustre au cyclisme français. Parce que si au niveau professionnel, ça va pas très bien, quand on regarde tout ce qui se passe au niveau amateur, c'est pas beau non plus. Mhm. Bon, allez, petite conclusion. Tu me dis si tu es d'accord avec moi. Mais pour faire simple, on a quand même une bonne homogénéité des coureurs français. Quelques équipes sont bien sûr en difficulté. On pense notamment à Arkea, à Total qui, au niveau du sponsoring, on ne sait pas trop ce qui va se passer. La Cofidis est aussi en danger au niveau de la relégation. Euh, Là, en fait, ce qui nous manque surtout, ben, hormis bien sûr pour ces équipes-là, c'est deux, trois coureurs qui sortent du lot et enfin, des grands champions, même si on a bien sûr l'espoir dans le futur que des Sexas ou autres Martinez ou Vauquelin passent ce cap. Écoute, je pense que pour cette année, il faudra surtout se remettre en cause. Mhm. Parce que, bon, on voit sur le Tour d'Italie, on est inexistant, à part Romain Bardet qui est présent, mais ensuite, ben, on est quand même absent des vrais débats. Le Tour de France, je n'ai pas le sentiment qu'on ait un Français ou plusieurs Français capables de jouer dans le top 10. Donc, on va continuer à regarder Pogačar, Vingegaard et les autres. On va espérer, comme chaque année, une victoire d'étape, deux ou trois. Mais il faut pas rêver non plus. Donc, moi, je crois que pour les équipes françaises aujourd'hui, Decathlon a commencé à le faire depuis l'an dernier. Il faut revoir le modèle économique et revoir le modèle sportif et être capable de pouvoir, d'avoir la volonté politique de mettre en place les structures qu'il faut, y compris sur le plan humain. Parce que n'oubliez pas que les coureurs, c'est une chose, mais quand une équipe ne tourne pas, ça veut dire que c'est au-dessus que ça tourne pas bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin, hein, Cyril. Merci beaucoup pour encore une nouvelle fois ton intervention sur Cyclisme Actu. Et puis voilà, et puis on te souhaite une bonne fin de Giro et voilà, une bonne semaine. Ben oui, une bonne semaine. Ce sera de toute façon une bonne semaine puisque j'irai voir le trophée Centre-Morbihan, la grande course par étapes pour les juniors, déjà remportée par quelques grandes stars, dont Van Der Poel et Evenepoel, entre autres. Mais ce ne sont Voilà, pas les seuls. quelques petits noms. Voilà, ben, merci beaucoup, Cyril.